Le moment où la porte d'entrée s'est refermée, mon monde entier a volé en éclats. Je me tenais dans le salon de ma sœur, écoutant le taxi s'éloigner du trottoir. Brooke et Jared étaient partis pour leur croisière dans les Caraïbes. 5 jours de soleil et de cocktails sous les parasols pendant que je gardais leur fille. Je me suis retourné avec un sourire, prête à demander à Nola ce qu'elle voulait faire en premier. Peut-être pourrions-nous faire des biscuits, regarder un film ou lire ensemble comme nous le faisions toujours. Mais Nola ne cherchait pas son iPad. Elle ne tapait pas de messages pour que l'application de synthèse vocale le lise à haute voix. Elle se tenait simplement là, me fixant avec une intensité que je n'avais jamais vue au cours de ses 8 années de vie. Et puis ma nièce, l'enfant que je croyais née muette, la petite fille qui n'avait pas émis un seul son depuis qu'elle était toute petite, a ouvert la bouche. Tata, ne bois pas le thé que maman a préparé. Elle a comploté quelque chose de mal. Sa voix était claire, parfaite, comme si elle avait parlé toute sa vie. Mon sang s'est transformé en eau glacée dans mes veines. Laissez-moi revenir environ 6 heures en arrière, car j'ai besoin que vous compreniez comment j'en suis arrivé là. Comment je me suis retrouvé dans la maison de ma sœur à découvrir que tout ce que je pensais savoir sur ma famille n'était qu'un mensonge soigneusement construit. Je m'appelle Lisa Règne. J'ai 32 ans. Je travaille comme comptable dans un cabinet de taille moyenne à Columbus, en Ohio. C'est passionnant, je sais. Alors que d'autres rêvent de vacances exotiques et d'aventures romantiques, je rêve de feuilles de calcul parfaitement équilibrées. Mon thérapeute dit que j'utilise les chiffres pour me sentir en contrôle. Mon thérapeute a probablement raison. Ce matin-là avait commencé assez normalement, café du samedi, appartement calme. Je savourais la paix quand mon téléphone a sonné. Brooke, ma sœur, est née 6 ans d'écart entre nous, mais parfois j'avais l'impression que c'était 60. Sa voix était douce comme le miel, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Brooke n'utilisait cette voix que lorsqu'elle voulait quelque chose. Lisa, j'ai une immense faveur à te demander. Il s'est avéré qu'elle et Jared avaient réservé une croisière d'anniversaire. 5 jours, les Caraïbes, très romantique, de très dernière minute, et ils avaient besoin de quelqu'un pour garder Nola. Bien sûr, j'ai dit oui, car c'est ce que je disais toujours à Brooke. J'adorais passer du temps avec elle, et je le pensais vraiment. J'adorais sincèrement ma nièce. Même si communiquer via un iPad était parfois épuisant, Nola avait quelque chose de spécial. Elle avait ses grands yeux observateurs qui semblaient tout absorber. Quand je lui faisais la lecture, elle s'appuyait contre mon épaule, et je la sentais se détendre, comme si ma voix était un refuge. Voyez-vous, Nola était née avec une condition rare. Du moins, c'est ce que Brooke racontait toujours à tout le monde, quelque chose de neurologique qui affectait sa capacité à parler. Les médecins l'avaient détecté quand elle avait environ 3 ans. Brooke disait que rien ne pouvait être fait. Je ne l'ai jamais remis en question. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était ma sœur. Les mères connaissent leurs enfants. De plus, je n'étais pas très présente pendant les premières années de Nola. J'avais pris un poste à Chicago juste après sa naissance. Une bonne opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Je rentrais pour Noël, peut-être un week-end ici et là. Au moment où Nola a eu 3 ans, elle était déjà silencieuse. Brooke avait déjà élaboré tout le récit. Je suis revenu en Ohio il y a 2 ans quand notre mère est tombée malade. Un cancer le genre lent et terrible. Je voulais être plus proche, je voulais aider. Pendant ces mois, j'ai commencé à passer plus de temps avec Nola, à lui faire la lecture, à lui apporter des livres, juste à être présente. Même sans mots, nous avons construit quelque chose de réel. Notre père, Harold, était mort 3 ans avant maman, une maladie cardiaque. C'était le type calme et stable, le genre d'homme qui réparait les choses et ne se plaignait pas. Après son départ, j'ai eu l'impression que la famille avait perdu son ancrage. Quand maman est finalement décédée il y a 14 mois, elle a laissé derrière elle une fiducie d'environ 1,2 million de dollars, toutes leurs économies d'une vie, l'assurance vie de papa, tout. Les conditions étaient claires. Brooke et moi devions toutes deux signer pour tout retrait important. Maman était intelligente de ce côté-là. Elle m'a aussi laissé la maison familiale puisque Brooke possédait déjà une propriété à l'époque. Je pensais que c'était juste. Maintenant, je me demande si maman savait quelque chose que j'ignorais. Bref, revenons à ce samedi matin. Je me suis rendu chez Brooke vers midi. Une belle maison, une grande pelouse, le genre de maison qui ressemble à une couverture de magazine. Brooke m'a accueilli à la porte avec une accolade, ce qui était inhabituel.
Ma sœur n'était pas vraiment du genre affectueux. Tu me sauves la vie, Lisa. Vraiment. Elle était parfaite comme toujours. Coiffure faite, ongles faits, bagages de créateur attendant près de la porte. Jared chargeait les sacs dans le taxi qui venait d'arriver. Il m'a à peine regardé. Juste un petit signe de la main, un bonjour marmonné. Il semblait nerveux, en sueur, mais Jared était toujours un peu agité. Je n'y ai pas prêté attention. Brooke m'a fait visiter la maison comme si je n'y étais jamais allé. Voici la cuisine. Voici la chambre de Nola. Voici la télécommande pour la télé. Et puis elle a ouvert le réfrigérateur et a sorti un grand thermos au couvercle jaune. J'ai préparé ça pour toi, a-t-elle dit en me le tendant. Une tisane pour le stress. Tu as l'air fatiguée, Lisa. Tu as trop travaillé. Quelque chose dans sa façon de le dire semblait déplacé, trop insistant. Mais j'ai souri et je l'ai remercié, car c'est ce que je faisais avec Brooke. Je souriais et la remerciais et ne m'opposais jamais. Elle avait toujours été celle qui avait les solutions, même quand je ne les demandais pas. Quand j'ai vécu une rupture difficile à 25 ans, la prescription de Brooke était de l'huile de lavande, du jus vert et un tableau de visualisation couvert de photos de George Clooney. Manifeste ton futur mari, avait-elle dit. J'ai encore des problèmes de confiance envers les tableaux de visualisation. Le taxi a klaxonné. Brooke m'a serré dans ses bras à nouveau 2 accolades en une journée, c'était vraiment bizarre et s'est précipité vers la porte. Jared a suivi sans un mot. Je les ai regardés monter dans la voiture, je les regardais s'éloigner. Puis j'ai fermé la porte d'entrée, je me suis retourné et j'ai trouvé Nola là, me regardant comme si elle était sur le point de m'annoncer la fin du monde. Tata, ne bois pas le thé que maman a préparé. Elle a comploté quelque chose de mal. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus réfléchir. Le thermos était toujours dans mes mains, me semblant soudain être une bombe. Ma nièce, que je croyais née muette, venait de me parler d'une voix parfaite et claire, et elle m'avertissait que ma propre sœur essayait de m'empoisonner. J'ai posé le thermos sur le comptoir comme s'il était radioactif. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le faire tomber. Puis je me suis retourné vers Nola et je me suis agenouillé pour me mettre à sa hauteur. Nola, ai chuchoté. Tu peux parler? Elle a hoché la tête. Ses yeux étaient immenses, effrayés. Mais il y avait aussi quelque chose de féroce en eux, quelque chose de déterminé. J'ai toujours pu, tata. Maman m'a obligé à arrêter. La pièce a vacillé. J'ai dû poser une main au sol pour me stabiliser. Qu'est-ce que tu veux dire par obligé à arrêter? Et c'est là que ma nièce de 8 ans m'a raconté une histoire qui a déchiré tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Nola n'était pas née muette. Elle n'avait jamais eu de condition neurologique. C'était un mensonge que ma sœur racontait depuis 5 ans. Jusqu'à ses 3 ans, Nola parlait comme n'importe quel petit enfant. Elle disait ses premiers mots, en apprenait de nouveaux chaque jour, chantait des chansons, posait 1 million de questions et disait « Je t'aime » au moment de se coucher. Puis, un après-midi, tout a changé. Nola jouait à l'étage dans sa chambre. Elle a eu soif, alors elle est descendue discrètement pour prendre du jus. Maman était dans la cuisine, parlant au téléphone. Elle n'a pas remarqué la petite fille qui se tenait dans l'encadrement de la porte. Nola a entendu des mots, la plupart, elle ne les comprenait pas, mais certains lui étaient familiers, tante Lisa, argent, hors-jeu. Quand papa sera parti, puis maman, alors nous aurons tout. Elle me fait entièrement confiance. Elle est tellement stupide. Nola avait 3 ans. Elle ne savait pas ce que signifiait, hors-jeu, mais elle comprenait, tante Lisa. Et elle comprenait la façon méchante et froide dont sa maman disait, stupide. Le lendemain, innocente et confuse, Nola a demandé à sa mère, « Maman, ça veut dire quoi hors-jeu ?» Le visage de Brooke est devenu glacial. Elle a saisi les bras de Nola trop fort, laissant de petites ecchymoses, et s'est agenouillée jusqu'à ce qu'elle soit face à face. « Écoute-moi très attentivement, a-t-elle dit. Si jamais tu reparles à qui que ce soit de quoi que ce soit, quelque chose de terrible arrivera à tante Lisa. Ta voix est dangereuse. Chaque mot que tu prononces la blesse. Si tu aimes ta tata, tu ne feras plus jamais un seul son. Tu comprends? Nola m'aimait. J'étais la tante qui lui apportait des livres d'images, celle qui lui souriait comme si elle était la chose la plus spéciale au monde. Alors Nola a cessé de parler. Elle avait 3 ans.
Elle a pris la décision de renoncer à sa voix pour me protéger. J'étais assise là, sur le sol de la cuisine de Brooke, les larmes coulant sur mon visage alors que cet enfant m'expliquait le sacrifice qu'elle avait fait. 5 ans. 5 ans de silence. 5 ans de terreur, à penser que chaque mot qu'elle prononçait pourrait blesser la personne qu'elle aimait le plus. Et Brooke, ma sœur, la mère dévouée, s'était servie de cette peur. Elle a emmené Nola chez des médecins, a joué le rôle du parent inquiet et a obtenu son diagnostic de mutisme sélectif. Mais elle racontait autre chose à tout le monde, neurologique, né avec, rien à faire. Elle s'est assurée que personne ne voit les vrais dossiers médicaux. J'étais à Chicago, je venais 2 fois par an, je n'avais aucune raison de douter de ma propre sœur au sujet de sa propre fille. Cette plaque de cristal sur la cheminée a attiré mon regard, mère de l'année. Brooke l'avait remportée au centre communautaire il y a 2 ans. Tout le monde louait sa patience, son dévouement envers son enfant ayant des besoins particuliers. J'ai soudainement eu envie de jeter cette plaque dans le soleil et de la regarder brûler. « Qu'est-ce que tu sais d'autre, ma puce ?» ai-je demandé doucement. « Que as-tu vu d'autre ?» Il s'est avéré qu'en étant silencieuse, Nola était devenue invisible. Les adultes oubliaient qu'elle était là. Ils parlaient librement autour d'elle, supposant qu'elle ne pouvait pas comprendre ou ne pouvait le dire à personne même si elle le faisait. Nola voyait tout. Elle a vu sa mère s'entraîner à imiter ma signature encore et encore sur des bouts de papier jusqu'à ce qu'elle paraisse presque correcte. Elle a entendu des conversations téléphoniques au sujet de la fiducie et du transfert de tout, avant que Lisa ne s'en aperçoive. Elle a vu son père devenir de plus en plus effrayé par sa mère, acceptant tout, ne remettant jamais rien en question. Elle a observé sa mère jouer la comédie devant les voisins, les amis de l'église et les enseignants, le masque parfait d'un parent aimant se sacrifiant pour sa fille handicapée. Et il y a 2 nuits, Nola a entendu quelque chose qui lui a fait réaliser qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Elle s'était glissée en haut des escaliers, comme elle l'avait fait des centaines de fois auparavant. Ses parents étaient dans la cuisine en train de planifier. Le thé la rendra assez malade pour les urgences, a dit Brooke. Pas dangereux, juste des problèmes d'estomac graves, une somnolence extrême. Elle sera hors de combat pendant des jours. Et pour Nola pendant notre absence, a demandé Jared. Madame Patterson, la voisine d'à côté, la prendra. Je lui ai déjà dit que Lisa a parfois des épisodes. Elle a gobé ça complètement. Et pendant que Lisa est à l'hôpital, nous roulons jusqu'à Indianapolis. Il y a un avocat là-bas qui ne la connaît pas. J'ai tous les faux papiers prêts. Nous transférons l'intégralité de la fiducie à mon nom. Le temps que Lisa se rétablisse, ce sera fait. Elle ne pourra jamais rien prouver. Pas de croisière, pas de vacances dans les Caraïbes, juste un plan pour m'empoisonner, falsifier ma signature et voler plus d'1 million de dollars. Ma propre sœur. J'ai serré Nola dans mes bras et je l'ai tenue fort. Cette enfant courageuse et incroyable. Elle a porté ce poids pendant 5 ans. Elle a regardé sa mère mentir à tout le monde. Et quand c'était vraiment important, elle a trouvé le courage de rompre son silence. Tu m'as sauvé, ai-je chuchoté dans ses cheveux. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu m'as sauvé la vie. Elle m'a serré en retour, ses petits bras féroces autour de mon cou. Je ne pouvais plus laisser maman te faire du mal, tata. Plus maintenant. J'ai regardé le thermos posé sur le comptoir. D'apparence innocente. Couvercle jaune. Thé fait maison par ma sœur aimante. Une preuve. Mes larmes ont cessé. Quelque chose de froid et de concentré s'est installé dans ma poitrine. Brooke pensait qu'elle avait 5 jours pour tout voler. Elle pensait que je serais allongé sur un lit d'hôpital, trop malade pour l'arrêter. Elle se trompait lourdement. Le premier appel que j'ai passé était pour Gwen Mercer. Gwen et moi nous sommes rencontrés à l'université. Elle s'est lancée dans les soins infirmiers, moi dans la comptabilité. Des chemins différents, mais nous sommes restés proches. C'était le genre d'ami qui débarquait avec de la glace lors des ruptures et qui vous disait la vérité même quand ça faisait mal. Je lui faisais entièrement confiance. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Lisa, qu'est-ce qui se passe? Gwen, j'ai besoin que tu viennes chez Brooke tout de suite. Il s'est passé quelque chose et je ne peux pas l'expliquer au téléphone. S'il te plaît, viens. Quelque chose dans ma voix a dû lui faire peur. Elle n'a pas posé de questions. J'arrive. 40 minutes plus tard, elle était à la porte, encore en tenue d'infirmière après sa garde,
les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a serré dans ses bras. Parle-moi. C'est ce que j'ai fait. Tout. Le thé, le complot et Nola la douce et silencieuse Nola, qui avait parlé pour la première fois en 5 ans pour m'avertir. Quand j'ai eu fini, Gwen est restée silencieuse un long moment. Puis elle a regardé Nola, qui était assise sur le canapé à nous observer avec ses grands yeux sérieux. Gwen s'est approchée et s'est agenouillée devant elle. « Tu es l'enfant la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée », a-t-elle dit doucement. « Tu le sais ?» Nola a presque souri. Gwen s'est relevée, redevenue professionnelle. « D'accord, chaque chose en son temps. Ce thé doit être analysé. Je connais quelqu'un au laboratoire de l'hôpital. Elle peut faire une analyse en urgence ce soir. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous le saurons d'ici demain matin. » Elle a enfilé des gants en latex, elle en avait vraiment dans son sac parce que, bien sûr, elle en avait et a soigneusement prélevé un échantillon du thermos, le scellant dans un petit récipient. Quel genre de personne empoisonne du thé, a-t-elle marmonné en secouant la tête. J'ai toujours su que Brooke n'était pas nette. Tu te souviens quand elle t'a dit que cette coupe de cheveux rendait ton visage moins rond? Ce n'était pas un compliment. C'était une guerre psychologique au format fraternel. J'ai presque ri. Presque. Maintenant, a continué Gwen, qu'est-ce que tu as d'autre? Il doit y avoir d'autres preuves si elle mène cette escroquerie. J'ai regardé Nola. Chérie, tu as dit que tu savais où maman garde les papiers importants. Elle a hoché la tête et est descendue du canapé. Dans le bureau, il y a un tiroir verrouillé. Je connais le code. Comment connais-tu le code? Je l'ai regardé le taper. Souvent, elle ne me remarquait même pas, une petite pause triste. Personne ne remarque jamais l'enfant tranquille. Elle nous a menés au bureau de Brooke, une pièce soignée, soigneusement décorée, qui semblait sortir d'un magazine. Il y avait un grand bureau avec un ordinateur, des classeurs et un tiroir avec une serrure numérique. 0315, a dit Nola. Le 15 mars, leur anniversaire de mariage. Bien sûr que Brooke utiliserait quelque chose de sentimental. Ça lui donnait l'impression d'être maligne. J'ai tapé le code. Le tiroir s'est ouvert dans un clic. Ce que nous avons trouvé à l'intérieur m'a soulevé le cœur. Premièrement, des formulaires d'autorisation bancaire avec ma signature. Sauf que ce n'était pas ma signature. C'était proche, vraiment proche, mais j'ai vu la différence immédiatement. La boucle de mon « L » majuscule n'était pas la bonne. Quiconque connaissait mon écriture le remarquerait. Brooke s'était entraînée, mais elle n'était pas parfaite. Deuxièmement, des relevés bancaires du compte de la fiducie. 14 mois d'activité retrait après retrait, toujours des montants inférieurs à 15 000 $, juste en dessous du seuil qui déclencherait un rapport automatique aux autorités fédérales. Brooke avait fait ses recherches. Le total, environ 180 000 $ disparus, volés par ma propre sœur alors que je lui faisais entièrement confiance. Troisièmement, des courriels imprimés entre Brooke et un avocat à Indianapolis nommé Warren Duquet. Il discutait du transfert d'urgence des actifs de la fiducie et faisait référence à mon « instabilité mentale » et à mon « incapacité à gérer mes finances ». Le rendez-vous était prévu pour le 4e jour, exactement au moment où la croisière était censée battre son plein. Quatrièmement, et celui-là m'a presque brisé, un dossier intitulé « Lisa, préoccupation de santé mentale ». À l'intérieur se trouvaient des pages de notes de l'écriture de Brooke, des entrées datées décrivant mon « comportement erratique », ma « dépression », mes « épisodes paranoïaques ». Des inventions complètes, tout cela. Elle construisait une trace écrite, se préparant à me dépeindre comme mentalement inapte au cas où je contesterais un jour la fraude. Ma propre sœur prévoyait de me faire passer pour folle, de détruire ma crédibilité, de tout me prendre et de ne rien me laisser, pas même ma réputation. Gwen a pris en photo chaque document, chaque page, chaque date. C'est une fraude préméditée, a-t-elle dit d'un ton sombre. Ce n'est pas quelque chose d'impulsif. Elle planifie ça depuis plus d'1 an. J'organisais déjà les informations dans ma tête. Mon cerveau de comptable se mettait en marche, les dates, les schémas, le montant retiré chaque mois, les signatures qui ne correspondaient pas tout à fait. Les chiffres ne mentent pas. Et ces chiffres racontaient une histoire très claire. Puis le téléphone de Gwen a vibré. Son contact au laboratoire travaillant de nuit avait accéléré l'analyse du thé. Les résultats, une combinaison concentrée d'un puissant composé laxatif et d'une herbe sédative.
pas mortel, mais absolument invalidant. Quiconque en boirait serait violemment malade et à peine conscient pendant 48 à 72 heures. Malade au point d'être hospitalisé. Exactement comme Nola l'avait dit. Brooke n'essayait pas de me tuer. Elle était trop intelligente pour ça. Elle avait juste besoin que je sois hors d'état de nuire assez longtemps pour tout voler. J'ai pensé à mon compte d'épargne d'urgence, $8000 mis de côté dans une banque séparée que personne ne connaissait. Un conseiller financier m'avait dit il y a des années de toujours avoir de l'argent pour pouvoir partir. J'avais suivi ce conseil discrètement, sans jamais en parler à la famille. Maintenant, cet argent allait financer mon combat. Parfois, une planification financière ennuyeuse vous sauve la vie. Il restait un dernier appel à passer, Kevin Callaway. Nous étions dans le même groupe d'études à l'université. Il a fait son droit pendant que je faisais ma comptabilité. Maintenant, il était procureur adjoint dans le comté de Franklin. Je l'ai appelé et je lui ai tout expliqué. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Lisa, a-t-il finalement dit, c'est de la fraude, de la falsification, une tentative d'empoisonnement, et ce que ta sœur a fait à cet enfant. Du contrôle coercitif, de la maltraitance psychologique. C'est grave. Très grave. Qu'est-ce que je fais? Tu me laisses gérer le côté juridique. Je vais coordonner avec la police locale et contacter le FBI. Cela traverse les frontières de l'État, ce qui en fait une affaire fédérale. Nous contacterons aussi l'avocat d'Indianapolis. Il est peut-être un participant involontaire, ou il est peut-être complice. Dans tous les cas, nous le saurons. Et Brooke, elle ne doit pas savoir que tu es au courant. Si elle prend peur, elle pourrait disparaître avec tout l'argent auquel elle a accès. Tu dois lui faire croire que son plan fonctionne parfaitement. J'ai regardé le thermos, toujours posé sur le comptoir de la cuisine. Je devais prétendre que je l'avais bu. Prétendre que j'étais malade. Prétendre que j'étais impuissante et incapable pendant que ma sœur conduisait jusqu'à Indianapolis pour me dévaliser. 3 jours de comédie. La performance de ma vie. Je peux faire ça, ai-je dit, et je le pensais vraiment. 2e jour, il est temps de devenir actrice. J'étais assise dans le salon de Brooke, fixant mon téléphone. Nola était à côté de moi sur le canapé, silencieuse mais attentive. Les vieilles habitudes ont la peau dure, même maintenant qu'elle pouvait parler librement, elle observait toujours tout avec ses yeux prudents. J'ai composé le numéro de Brooke. Je suis tombé directement sur sa messagerie vocale, ce à quoi je m'attendais. Si elle était vraiment en croisière, elle aurait un service mobile limité. Bien sûr, elle n'était pas en croisière, elle était dans un hôtel à Indianapolis, s'apprêtant à voler mon héritage. Mais je devais jouer le jeu. J'ai rendu ma voix faible, tremblante, pathétique, le genre de voix que l'on utilise quand on tient à peine debout. Brooke, quelque chose ne va vraiment pas. J'ai été tellement malade toute la nuit. J'ai vomi, j'ai des vertiges. Je tiens à peine debout. Je pense que je dois aller à l'hôpital. Nola va bien. Madame Patterson peut la prendre si je dois aller aux urgences. Je suis tellement désolé de gâcher ton voyage. Je vais me débrouiller. J'ai raccroché. Mes mains étaient stables. Mon cœur était froid. Gwen, qui était assise en face de moi, m'a adressé un pouce levé. Une performance digne d'un Oscar. Vraiment? Le tremblement dans ta voix à la fin? Un pur chef-d'œuvre. Merci. J'ai appris en regardant Brooke simuler des émotions toute ma vie. 2 heures plus tard, mon téléphone a vibré. Un SMS de Brooke. Pas un appel. Pas un message vocal inquiet demandant à savoir dans quel hôpital je me trouvais. Pas un message frénétique demandant à parler à sa fille. Un SMS. Oh non. Rétablis-toi vite. Ne t'inquiète pas pour Nola. Madame P est géniale avec les enfants. Repose-toi et prends soin de toi. On se voit dans quelques jours. J'ai fixé cet emoji cœur rose pendant un long moment. Ma sœur venait peut-être de m'empoisonner. Elle planifiait activement de me voler plus d'1 million de dollars, et sa réponse était un cœur de dessin animé et un point d'exclamation. J'ai vu des gens mettre plus d'efforts pour répondre à un faux numéro. Mais au moins un emoji avec un visage inquiet. Brooke fait preuve d'un peu de nuance. Elle n'a même pas posé de questions sur l'hôpital, a dit Gwen, lisant par-dessus mon épaule. Elle n'a pas demandé lequel.
Elle n'a pas proposé de rentrer. Elle n'a pas demandé à parler à Nola. Non. Ta sœur est carrément une sociopathe. Je commence à penser que les vrais sociopathes font plus d'efforts que ça. Au cours des heures suivantes, le mari de Gwen, qui travaillait dans l'informatique, nous a donné une leçon rapide sur le traçage des réseaux sociaux. Il s'est avéré que Jared n'était pas aussi prudent que Brooke. Son Instagram avait toujours les services de localisation activés. Il a posté un selfie dans un café hier matin, souriant comme un idiot, géolocalisé à Indianapolis, dans l'Indiana. Pas de plage, pas de bateau de croisière, pas de coucher de soleil sur les Caraïbes. Ils étaient exactement là où Nola avait dit qu'ils seraient. Pendant que Gwen travaillait sur le traçage de leur empreinte numérique, je suis retourné au tiroir aux preuves. Il devait y avoir autre chose. Brooke était méticuleuse, elle gardait des traces de tout. Je les ai trouvées tout au fond, sous une pile de vieilles déclarations d'impôts, des lettres, manuscrites, datées des derniers mois de notre mère. Mes mains tremblaient en les lisant. Elles étaient de Brooke à notre mère, Patricia, écrites alors que maman mourait d'un cancer, alors qu'elle était faible, effrayée et qu'elle se battait pour chaque bouffée d'air. Dans ces lettres, Brooke suppliait non, exigeait que Patricia change le testament. Laisse tout à Brooke seule. Écarte-moi complètement. Lisa est célibataire. Elle n'a pas de responsabilité comme moi. J'ai une fille à élever. J'ai besoin de cet argent. Tu l'as toujours préféré de toute façon. C'est ta chance de finalement arranger les choses. Si tu m'as un jour aimé, tu feras ça. La manipulation, la culpabilité, la cruauté de faire pression sur une femme mourante. Et puis j'ai trouvé la réponse de maman, écrite à la main sur son papier à lettres personnelles. L'écriture était tremblante, elle était si faible à ce moment-là mais les mots étaient forts. Je ne punirai pas Lisa d'être responsable. Je ne te récompenserai pas d'être cupide. Le fonds fiduciaire reste égal. Cette discussion est close. Ne remets plus cela sur le tapis. Je t'aime, mais je suis déçu de ce que tu es devenu. Maman avait refusé. Même sur son lit de mort, elle m'avait protégé. Alors, Brooke a attendu. Elle a attendu que notre mère meure, puis elle a commencé à falsifier. Je suis resté assise là, sur le sol de ce bureau à domicile parfait, tenant les derniers mots de ma mère entre mes mains, et j'ai pleuré. Pas pour moi, mais pour maman, pour la trahison qu'elle avait vue chez sa propre fille avant la fin. Tata? La petite voix de Nola est venue de l'embrasure de la porte. Oui, ma chérie. Est-ce que ce sont des lettres de grand-mère? Oui. Elle s'est approchée et s'est assise à côté de moi sur le sol. Sa petite main a trouvé la mienne. Grand-mère m'a dit quelque chose une fois, a-t-elle dit doucement. Quand maman n'était pas dans la pièce, elle a dit, surveille ta maman, petite. Quelque chose ne va pas dans son cœur. Je pensais qu'elle voulait dire que maman était malade, comme avec son vrai cœur. Je n'avais pas compris. Je pense que grand-mère savait. J'ai dit qu'elle voyait toujours les gens clairement. Est-ce que tu penses qu'elle savait pour moi? Que je n'étais pas vraiment muette? J'ai pensé à ma mère vive jusqu'à la fin, observatrice, le genre de femme qui remarquait tout mais choisissait ses batailles avec soin. Je pense, ai-je dit lentement, que grand-mère me faisait confiance pour que je finisse par comprendre, et elle te faisait confiance pour être courageuse quand ça compterait. Nola a serré ma main. Ce soir-là, Kevin Callaway a appelé avec des nouvelles. La machine judiciaire avançait plus vite que je ne l'espérais. La police locale était totalement briefée. Étant donné les preuves de fraude, de falsification et de tentative d'empoisonnement, ils prenaient cela au sérieux. Le FBI avait été consulté. La fraude électronique entre États, le transfert d'argent à travers les frontières des États par des moyens trompeurs, était un délit fédéral. Brooke avait transformé cela en une affaire fédérale toute seule. Et l'avocat d'Indianapolis, Warren Duquet? Les contacts de Kevin l'avaient contacté. Il s'est avéré que Duquet avait des doutes. Les signatures sur les formulaires d'autorisation lui semblaient légèrement bizarres. Il envisageait déjà d'annuler la réunion. Lorsque les autorités lui ont expliqué ce qui se passait réellement, il a accepté de coopérer pleinement. Le piège était tendu pour le 4e jour. Lorsque Brooke et Jared entreraient dans ce cabinet d'avocats en s'attendant à achever leur vol, la police les attendrait. Ton travail, m'a rappelé Kevin, est de continuer à faire semblant. Continue d'envoyer des nouvelles sur ton état de santé. Fais-lui croire que tout se passe comme prévu. C'est ce que j'ai fait. Jour 2,
SMS, toujours aussi malade. Le docteur pense peut-être à une intoxication alimentaire. C'est si étrange. Nola est merveilleuse avec Madame Patterson. Jour 3, SMS, je garde à peine l'eau. Si faible. N'écourte pas ton voyage. Ça ira. J'ai juste besoin de repos. À chaque message, j'imaginais Brooke en train de le lire, souriante, pensant que sa sœur stupide et confiante était exactement là où elle le voulait. Le même jour, Kevin a organisé la déposition de Nola auprès d'un spécialiste de la protection de l'enfance. Cela devait être fait correctement, filmé en présence d'un psychologue pour enfants, en suivant tous les protocoles légaux pour les témoins mineurs. Nola était nerveuse. Elle était assise sur une chaise trop grande pour elle, les pieds ballants au-dessus du sol. Mais quand les questions ont commencé, elle s'est tenue droite. Elle a utilisé sa voix encore nouvelle, encore étrange après 5 ans de silence et leur a tout dit. Ce qu'elle avait entendu quand elle avait 3 ans, les menaces, la peur, la décision d'arrêter de parler, les années à observer et à écouter, la nuit où elle avait surpris le plan concernant le thé. Quand ce fut fini, elle m'a regardé à travers la vitre sans teint. C'est ce que j'ai le plus parlé depuis que j'ai 3 ans, a-t-elle dit. Ma voix est fatiguée, mais ça fait du bien. Comme si j'avais retenu ma respiration sous l'eau pendant des années, et que j'étais enfin remonté pour prendre l'air. Je voulais courir là-dedans et la serrer dans mes bras, mais je devais attendre. Les protocoles. Quand ils m'ont enfin laissé la voir, je l'ai serrée si fort que j'ai probablement expulsé tout l'air qu'elle venait de prendre. Encore un jour, lui ai-je dit. Juste un jour de plus et ce sera fini. Elle a hoché la tête contre mon épaule. Un jour de plus. Jour 4. Indianapolis, Indiana. 10h15 du matin. Le cabinet d'avocats de Warren Duquet se trouvait au 3e étage d'un immeuble professionnel avec une belle vue sur le centre-ville dont personne n'allait profiter aujourd'hui. Je n'étais pas là en personne, Kevin avait installé un flux vidéo sécurisé pour que je puisse regarder depuis le salon de Brooke. Nola était assise à côté de moi, me tenant la main. Gwen était de mon autre côté. Nous avons regardé la caméra du hall d'entrée alors que Brooke et Jared passaient la porte principale. Brooke était parfaite, tenue professionnelle, bijoux modestes, expression inquiète soigneusement arrangée sur son visage. Elle portait un dossier en cuir le même que celui de son bureau, j'ai réalisé rempli de documents falsifiés et de rêves volés. Jared avait l'air d'être sur le point d'être malade, transpirant à travers sa belle chemise, les yeux fuyants. Il savait que quelque chose n'allait pas avec toute cette combine. Il l'avait toujours su, mais il était trop faible, trop effrayé par sa femme pour l'arrêter. Ils se sont approchés de la réceptionniste, ont souri et ont donné leur nom. La réceptionniste a souri en retour et les a conduits dans un couloir vers la salle de conférence où 3 personnes attendaient. Brooke est entrée la première, confiante, prête à conclure le plus gros vol de sa vie. Warren Duquet était assis en bout de table, cheveux gris, sérieux. Il n'a pas souri quand elle est entrée, ne s'est pas levé pour lui serrer la main. 2 autres personnes étaient assises à la table, un homme et une femme, en civil, professionnel. Brooke a hésité sur le seuil. Je pensais que c'était une réunion privée, a-t-elle dit. Cette voix douce comme le miel, encore celle qu'elle utilisait quand elle sentait que quelque chose clochait. La réponse de Duquet fut plate. Madame Whitford, asseyez-vous, je vous prie. Voici les inspecteurs Morrison et Park. Ils ont quelques questions concernant la documentation que vous avez soumise. À travers le flux vidéo, j'ai observé le visage de ma sœur, l'éclair de confusion, le calcul rapide derrière ses yeux, la décision de faire front. Elle s'est assise, a croisé les jambes et a joint ses mains sur la table. Bien sûr. Je vous aiderai pour tout ce que je peux. Y a-t-il un problème avec les documents? L'inspectrice Morrison était calme, presque amicale. Elle a demandé à Brooke de confirmer son identité, sa relation avec moi et son rôle de cofiduciaire de la succession de nos parents. Brooke a tout confirmé avec aisance et confiance. Elle pensait encore pouvoir s'en sortir par la parole. Ensuite, Morrison a placé 2 documents sur la table, côte à côte. À gauche, ma signature provenant des formulaires d'autorisation falsifiés. À droite, ma vraie signature provenant de relevés bancaires vérifiés. Madame Whitford, pouvez-vous expliquer pourquoi ces signatures ne correspondent pas? Pendant juste une seconde, à peine un battement de cœur, j'ai vu la panique traverser le visage de Brooke. Puis le masque s'est refermé. Ma sœur a une écriture très irrégulière. Elle a toujours été comme ça.
Et franchement, elle ne va pas bien mentalement. J'ai de la documentation sur son instabilité. Je peux vous montrer. L'inspecteur Park l'a coupé. Nous avons examiné votre documentation. Les notes sur les prétendus problèmes de santé mentale de votre sœur. Il a marqué une pause. Chose intéressante. Son employeur l'a décrit comme l'une des personnes les plus soucieuses du détail avec lesquelles il ait jamais travaillé. Son médecin confirme qu'elle est en excellente santé mentale et physique. 3 collègues ont fourni des déclarations la qualifiant d'exceptionnellement stable et digne de confiance. Le masque se fissurait. C'est. Il ne la voit pas comme moi. La famille connaît la vérité, Madame Whitford. La voix de Morrison était toujours calme, mais il y avait de l'acier en dessous. Maintenant, nous avons des relevés bancaires montrant 180 000 $ de retrait non autorisés sur 14 mois. Nous avons des correspondances par courriel avec ce cabinet discutant de transferts fiduciaires d'urgence. Nous avons une analyse médico-légale des signatures de votre sœur prouvant la falsification. Elle a placé un autre document sur la table. Et nous avons les résultats de laboratoire du thé que vous avez préparé. Une combinaison concentrée de sédatifs et de laxatifs, suffisante pour hospitaliser quelqu'un pendant des jours. Jared a émis un petit son comme un animal blessé. Brooke était figé. L'expression douce comme le miel avait disparu. Ce qui restait en dessous était quelque chose de froid et d'acculé. Et puis Morrison a sorti une tablette. Il y a une dernière preuve que nous aimerions vous faire entendre. Elle a appuyé sur lecture. Une voix d'enfant a rempli la salle de conférence, claire, posée, reconnaissable entre toutes. Ma maman m'a dit quand j'avais 3 ans que si je reparlais un jour, quelque chose de mal arriverait à Tata Lisa. Elle a dit que ma voix était dangereuse, que chaque mot lui ferait mal. Alors, j'ai arrêté de parler pendant 5 ans pour protéger ma tante. L'enregistrement a continué, Nola décrivant ce qu'elle avait surpris. L'appel téléphonique quand elle avait 3 ans, la nuit avant la croisière. Chaque détail livré avec cette voix sérieuse et appliquée. Je ne pouvais pas laisser maman faire du mal à Tata Lisa. Elle est la seule qui m'ait jamais vraiment vu. Même quand je ne pouvais pas parler, elle écoutait. L'enregistrement a pris fin. Silence. Brooke a fixé la tablette comme si elle avait fait pousser des dents et l'avait mordue. Ce n'est pas elle ne peut pas, elle est muette. Elle est muette depuis qu'elle a 3 ans. Elle ne peut pas parler. C'est fabriqué. Vous avez fabriqué ça. Madame Whitford, la voix de l'inspectrice Morrison était basse maintenant, presque douce. La douceur rendait les choses pires. Vous venez de confirmer que vous croyez que votre fille ne pouvait pas parler. Mais selon les dossiers médicaux les vrais, pas ce que vous avez dit à votre famille. Nola a été diagnostiquée avec un mutisme sélectif, une condition psychologique souvent causée par un traumatisme ou la peur. Elle a laissé ses mots faire leur chemin. Votre fille a cessé de parler parce que vous l'avez terrorisée pour qu'elle garde le silence pendant 5 ans. C'est de la maltraitance psychologique sur enfant qui s'ajoute à la fraude, à la falsification et à la tentative d'empoisonnement. Le visage de Brooke s'est tordu. Le masque ne s'est pas seulement fissuré, il a volé en éclats. Ce qui en est sorti était laid, brut. La vraie Brooke, enfin visible. Elle était censée rester silencieuse. Elle n'était jamais censée être Brooke. La voix de Jared tremblait. Arrête de parler. Arrête tout de suite. Il s'est tourné vers les inspecteurs. Je veux un avocat. Un avocat distinct. Je coopérerai. Je vous dirai tout. Elle a tout planifié. Les signatures, les transferts, le thé. J'avais peur d'elle. Je témoignerai. Tout ce dont vous aurez besoin. Brooke s'est retourné contre lui avec une fureur qui a tendu même les inspecteurs. Pathétique lâche. Après tout ce que j'ai fait pour nous. Madame Whitford, l'inspecteur Park s'est levé. Vous êtes en état d'arrestation. Veuillez vous lever et placer vos mains derrière votre dos. Les menottes se sont refermées sur ses poignets. Elle parlait encore, essayant toujours d'expliquer, de justifier, de manipuler, mais il ne restait plus personne à manipuler. Tout le monde dans cette pièce avait vu les preuves. Tout le monde avait entendu le témoignage de sa propre fille. Elle a été conduite hors de la salle de conférence, hors de l'immeuble, vers une voiture de police qui attendait. J'ai regardé à travers le flux vidéo ma sœur l'enfant prodige, la mère parfaite, la femme qui avait terrorisé une enfant de 3 ans pour qu'elle se taise et qui avait tenté d'empoisonner sa propre sœur disparaître à l'arrière de cette voiture.
J'ai senti Nola serrer ma main. J'ai baissé les yeux vers elle. C'est fini, a-t-elle chuchoté. C'est fini. Gwen a laissé échapper un long soupir. Eh bien, je suppose qu'ils vont vouloir récupérer cette plaque de mère de l'année. Tu penses qu'on devrait lui envoyer par la poste à sa nouvelle adresse derrière les barreaux? J'ai failli rire. Presque. La justice arrivait. Mais il restait une dernière chose que je devais faire. 2 semaines plus tard, tribunal de la famille du comté de Franklin. La salle d'audience était petite et fonctionnelle, pas l'espace grandiose et dramatique que l'on voit dans les films, juste une pièce avec des néons, des chaises inconfortables et un banc de juge qui avait vu 1000 familles brisées. Mais aujourd'hui, quelque chose était en train d'être reconstruit. J'étais assise à la table de devant dans ma meilleure tenue professionnelle, la même que celle que je portais pour les réunions importantes avec les clients. C'était plus important que n'importe quelle réunion client que j'ai jamais eue. Nola était assise à côté de moi. Elle avait choisi sa propre robe ce matin, la violette, sa couleur préférée. Elle s'était brossé les cheveux toute seule. Elle était nerveuse, je pouvais le dire. Son pied ne cessait de sautiller sous la table, mais elle n'était plus silencieuse. Le juge a examiné le dossier, l'arrestation de Brooke, les accusations de fraude, la falsification, la tentative d'empoisonnement, les 5 années de maltraitance psychologique infligée à une enfant. Jared avait renoncé à ses droits parentaux en échange de sa coopération avec les procureurs. Il était au courant de tout. Il n'avait rien fait pour l'arrêter. Il ne méritait pas d'être le père de Nola. Et quelque part dans ce cœur faible et lâche, il le savait. Le juge a levé les yeux des papiers. C'était un homme âgé avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. J'ai examiné la demande de garde d'urgence, a-t-il dit. Étant donné les circonstances, l'arrestation de la mère, la coopération du père et la documentation étendue sur la maltraitance psychologique, je suis prêt à statuer. Il s'est tourné pour regarder directement Nola, pas moi. Jeune fille, je comprends que vous ayez récemment recommencé à parler après de nombreuses années de silence. Cela a demandé un courage immense. Nola a hoché la tête. Elle serrait ma main si fort que le sang ne circulait plus. J'aimerais vous demander directement, avec vos propres mots. Où aimeriez-vous vivre? Nola m'a regardé, puis a regardé le juge, puis m'a regardé à nouveau, et elle s'est levée. 8 ans, 1,20 m, portant une robe violette et plus de bravoure que la plupart des adultes n'en auront jamais. Je veux vivre avec ma tata Lisa, a-t-elle dit. Sa voix était claire et forte, une voix qu'elle avait sacrifiée pendant 5 ans pour protéger quelqu'un qu'elle aimait. Elle est la seule qui m'ait jamais vraiment vu. Même quand je ne pouvais pas parler, elle écoutait. Elle me lisait des livres. Elle s'asseyait avec moi. Elle ne m'a jamais fait sentir que quelque chose n'allait pas chez moi. Elle s'est arrêtée, puis a ajouté, et aussi, elle fait de très bons pancakes. Un rire discret a parcouru la salle d'audience. Même le juge a souri. Il a signé les papiers. Garde d'urgence accordée à Lisa Règne. En sortant du tribunal, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder Nola. Elle n'arrêtait pas de bavarder sur la salle d'audience, sur ce qu'elle voulait pour le déjeuner, sur un oiseau qu'elle avait vu sur le rebord de la fenêtre, sur la question de savoir si nous pourrions avoir un chien un jour. 5 ans de silence. Maintenant, elle ne pouvait plus s'arrêter de parler, et je n'aurais voulu qu'il en soit autrement pour rien au monde. Ce soir-là, nous avons dîné dans mon appartement, notre appartement, maintenant. J'avais déjà commencé à transformer la chambre d'amis en chambre pour Nola. Des murs violets, son choix, des bibliothèques partout, un coin lecture douillet près de la fenêtre. Tata Lisa, a-t-elle demandé à travers une bouchée de pâte. Oui, ma chérie. Est-ce que je peux te parler des dinosaures? J'ai souri. Absolument. S'en est suivi un exposé de 25 minutes sur chaque espèce de dinosaure sur laquelle Nola avait lu, complété par une analyse détaillée de ceux qui gagneraient lors de combats. Apparemment, les vélociraptors sont totalement surévalués à cause des films, et le T-Rex a des avantages injustes à cause des préjugés des médias. Le vrai gagnant, selon Nola, serait l'ankylosaure, fondamentalement un tank avec une arme intégrée. J'ai hoché la tête sérieusement à tout cela. Je n'avais pas besoin de comprendre la théorie du combat des dinosaures. J'avais juste besoin d'écouter. Nola a commencé une thérapie la semaine suivante avec un spécialiste des traumatismes infantiles. Les séances étaient parfois difficiles. 5 années de peur et de silence ne disparaissent pas du jour au lendemain. Il y avait des mauvais jours où elle redevenait silencieuse, quand la vieille terreur revenait s'insinuer.
Mais il y avait plus de bons jours. Des jours où elle riait aux éclats. Des jours où elle chantait sous la douche. Des jours où elle rentrait de l'école débordante d'histoires sur de nouveaux amis qui ne l'avaient jamais connue comme la fille muette, juste comme Nola. Brooke a fait face à plusieurs accusations de crime. Les preuves étaient accablantes. Elle a accepté un accord de plaidoyer pour éviter un procès. Je n'ai assisté à aucune des audiences, j'avais mieux à faire. Le fonds fiduciaire a été gelé et audité. La majeure partie de l'argent volé a été tracée et récupérée. Je suis devenu l'unique fiduciaire, le gérant avec soin pour notre avenir, le mien et celui de Nola. J'ai vendu la maison familiale. Trop de souvenirs là-bas, des souvenirs compliqués. J'ai utilisé une partie du produit de la vente pour créer un fonds d'éducation pour Nola. Le reste est allé sur un compte d'épargne. De l'argent de sécurité, multiplié. Parfois, je pense à ma mère, à cette lettre qu'elle a écrite à Brooke, restant ferme alors même que le cancer l'emportait. À l'avertissement discret qu'elle a murmuré à sa petite fille, quelque chose ne va pas dans son cœur. Patricia a vu la vérité sur sa propre fille. Et même dans la mort, elle a protégé les personnes qui méritaient d'être protégées. J'aime à penser qu'elle serait fière de la façon dont les choses ont tourné. Samedi matin dernier, Nola et moi avons pris notre petit déjeuner sur mon petit balcon d'appartement. Rien de sophistiqué, juste des pancakes, du jus d'orange et le soleil du début de l'automne. Nola me racontait un rêve qu'elle avait fait. Quelque chose à propos d'un pingouin qui savait conduire une voiture, d'un château entièrement fait de gaufres et d'un dragon très poli nommé Gérald qui s'excusait chaque fois qu'il mettait accidentellement le feu à quelque chose. Cela n'avait absolument aucun sens. C'était parfait. J'ai siroté mon café et j'ai écouté. J'ai vraiment écouté. C'est à cela qu'une famille est censée ressembler. Pas de silence, pas de mensonge, pas de manipulation ni de peur. Juste ça, une enfant qui divague sur des châteaux de gaufres, la lumière du matin à travers les arbres, deux personnes qui se sont choisies assises ensemble, parlant de tout et de rien. Nola s'est arrêtée au milieu de son histoire et m'a regardé. Tata Lisa, merci de m'écouter. De m'écouter vraiment, même quand je ne pouvais pas parler. J'ai tendu la main et j'ai serré la sienne. Toujours, ma chérie. Toujours. Parfois, les personnes les plus silencieuses ne sont pas faibles. Elles attendent juste quelqu'un en qui elles ont assez confiance pour enfin parler. Nola a trouvé sa voie et j'ai trouvé ma famille. Certaines histoires ont une fin heureuse. La nôtre ne faisait que commencer. Merci beaucoup d'avoir regardé. D'autres de mes histoires les plus captivantes sont déjà sur votre écran. Cliquez sur l'une d'elles maintenant et ne manquez pas la meilleure partie. Vous allez adorer. On se voit dans la prochaine histoire.